à tous. Je suis Sophie Lemaître et avec le podcast Sophie au pays des possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes aux parcours et horizons différents. Leur point commun, lutter contre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde, et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au pays des possibles. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Paroles de chercheurs sur un sujet méconnu, le trafic de biens culturels. Mon invité est Vincent Michel, professeur en histoire de l'art et archéologie de l'Antiquité classique en Orient à l'Université de Poitiers. Dans cet épisode, on parlera bien sûr du trafic de biens culturels, mais aussi de corruption, de blanchiment, de crimes organisés et des possibles liens avec le terrorisme. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce sujet passionnant. Bonne écoute! Bonjour Vincent Michel, ravi de vous recevoir aujourd'hui et de pouvoir parler avec vous de vos recherches et d'un sujet assez peu connu. Vous êtes professeur en histoire de l'art et archéologie de l'Antiquité classique en Orient à l'Université de Poitiers. Vous êtes également expert auprès de différents services d'enquête comme l'OCBC, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, ou encore l'Organisme mondial des douanes. Vous avez mené plusieurs missions archéologiques au Proche-Orient et du coup, ma première question, c'est que votre parcours n'est quand même pas commun, c'est assez atypique. Est-ce que devenir archéologue, c'était une passion ou est-ce qu'en fait, ça a été un petit peu à hasard que vous êtes devenu archéologue? Alors, j'ai toujours, été très intéressé par, l'archéologie, par l'histoire, mais j'étais plutôt intéressé par la seconde vie, en fait, des objets. Donc j'ai nourri plutôt un cursus pour devenir commissaire-priseur. Moi, ce qui m'intéressait, c'était effectivement la seconde vie de l'objet qui passe de main en main, de collectionneur en collectionneur, l'esthétique, mais aussi la nature même de l'objet. Et donc, voilà, j'ai commencé tout naturellement à faire, comme on dit, mon droit, faculté de Sceaux et puis après, rapidement l'école du Louvre et puis, en partie et université de la Sorbonne en histoire de l'art et en archéologie. Je passais beaucoup de temps, en salle des ventes. C'est vrai que c'était vraiment une vraie passion, pour Drouot et puis c'est assez tardivement, en fait, que, bah, de la seconde vie de l'objet, j'étais intéressé par la première vie, c'est-à-dire plutôt par l'archéologie et j'ai découvert en même temps, l'archéologie et l'Orient en 1994, donc ça fait 31 ans maintenant. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est l'objet dans son contexte qui me permet en fait de raconter une histoire. Comme je dis souvent, voilà, je suis un conteur d'histoire, mais il me faut effectivement cet objet en place et en contexte. Et notamment, vos travaux de recherche portent sur le trafic de biens culturels. Qu'est-ce qui vous a conduit à ce sujet? Donc, vous le disiez, vous menez des missions, vous êtes devenu archéologue. Et comment on passe de l'archéologie finalement au trafic de biens culturels et on en fait un de ses thèmes de recherche? Alors c'est assez logique et assez simple. Ceux qui travaillent en archéologie ont quand même besoin effectivement de monuments bien conservés, en ruine ou pas, hein, mais aussi d'objets, dans son contexte stratigraphique et donc tous ceux qui mettent à mal justement les monuments comme les objets, eh bien deviennent en fait des cibles donc de lutte et c'est tout naturellement en fait que vraiment dès mes premières années, hein, dans les années 90, j'ai été, oui victime en fait de mes premiers pillages, hein. Vous fouillez le matin et puis, le lendemain matin, vous revenez sur votre chantier et vous vous apercevez qu'il y a un, 2, 3 trous qui ont été, faits pendant la nuit et c'est comme un traumatisme parce que vous ne saurez jamais, en fait, ce que les pilleurs ont découvert. Alors ça peut être effectivement la énième pièce de monnaie, mais ça peut être aussi un élément datant, un élément qui vous permet de raconter effectivement cette histoire et ce pillage, en Orient, c'était vraiment dès les premières années et puis la deuxième milieu, en fait, dans lequel j'ai été confronté à la destruction justement des monuments, c'est en Libye, plus spécifiquement, où là, j'ai vu que les printemps arabes, Al-Qaïda, tout ça, enfin les mouvements terroristes, eh bien, avaient notamment, hein, commis des exactions, sur, bah, des sites que j'avais restaurés, que j'avais patiemment, voilà, fouillés et à partir de là, hein, pillage et destruction, je me dis: «Voilà, qu'est-ce que je peux faire comme archéologue?» et comment associer, en fait, le monde académique et les autres mondes et c'est là où j'ai commencé à tisser, une toile, une saine toile qui m'a mené justement à travailler, vous le précisiez effectivement avec l'OCBC, mais aussi avec les douanes nationales, donc c'est-à-dire ceux qui répriment, mais aussi avec, ceux qui jugent, hein, donc avec les magistrats, participant à la formation, continue donc des magistrats, mais aussi à ceux qui sensibilisent, comme l'UNESCO, comme, le Conseil international des musées, mais aussi le ministère de la culture et en fait, c'est vraiment cette synergie que j'ai essayé justement de monter, de créer
dès les années, 2012-2013, avant même justement les grandes affaires effectivement de Daesh. Mais comment, voilà, la recherche pouvait participer en fait, eh bien, à la détection, mais aussi après à l'analyse et à l'expertise justement de ces objets. On forme en fait une sorte de communauté avec au centre, bien évidemment, ceux qui luttent, policiers, douaniers, gendarmes, et comment les sachants, eh bien, peuvent articuler, permettre justement cette articulation autour du monde des enquêtes, du monde de la justice, mais également du monde du marché de l'art. Le marché de l'art n'est absolument pas l'ennemi, hein, au contraire, hein. On voit combien justement ce monde est vulnérable, mais aussi comment on peut agir auprès de la population. Alors la population, c'est aussi bien le kidam, le n'importe qui, mais aussi la communauté, hein, de chercheurs, mes étudiants aussi, hein, qu'il s'agit de former. Puis enfin, il y a la loi. C'est pour ça que voilà, je retrouve en fait bah, mes premiers amours, si je puis dire, avec le droit. La boucle est bouclée. Pendant longtemps, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire effectivement de cette licence de droit?» Et que j'avais eue. Et bien voilà, elle se trouve tout naturellement embarquée en fait dans cette lutte contre le trafic illicite des biens culturels. On reviendra peut-être un peu plus tard sur la manière dont vous travaillez avec les autorités et puis aussi, les musées, leur vulnérabilité ou le marché de l'art. En tout cas, vous n'avez pas parlé du musée, mais du marché de l'art. Mais avant tout, beh, justement, vous avez dit: «Comment la recherche, peut-elle, aider?» Bah, moi, c'est la question que je vous retourne. Comment, en fait, menez-vous ou comment peut-on mener des recherches sur un trafic qui, par nature, par définition, se fait dans la clandestinité? Comment la recherche aide-t-elle à faire connaître peut-être, le fonctionnement? Voilà, comment travaillez-vous? Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. C'est vrai que, bon, nous ne sommes pas des enquêteurs, même si en fait, l'étymologie du mot «histoire» signifie «enquête», donc on fait un peu quand même le même métier que les enquêteurs. L'idée, c'est bien évidemment, hein, c'est de trouver les sources, les bonnes sources, de croiser effectivement donc nos sources. Alors ça peut être des sources ouvertes, mais ça peut aussi être nos propres données, nos collègues, nos homologues effectivement dans les pays, alors qu'ils soient encore une fois, hein, archéologues, historiens de l'art, magistrats ou bien, policiers. Donc on collecte en fait, des données sur des objets, sur des gens, sur des réseaux. Alors c'est vrai que moi je travaille beaucoup autour d'un triptyque objet, route et réseau, et donc c'est cette collecte en fait d'objets et aussi dans la réorientation en fait de profils qui existent déjà. Moi j'ai eu l'occasion effectivement à Poitiers de créer ce qu'on appelle la CELTRAC, la cellule de recherche et d'investigation dans la lutte contre le trafic des biens culturels, et l'idée c'est d'associer en fait leurs chercheurs qui a déjà une spécialité, mais au service de la lutte contre le trafic. C'est-à-dire dans quelle mesure votre connaissance de l'objet eh bien, va permettre justement, au fil du temps, eh bien, de déceler des objets qui, bizarrement, en fait, eh bien, vont passer sur les réseaux sociaux, sur le marché de l'art traditionnel ou sur Internet, et comment justement, eh bien, on va nourrir en fait des bases de données patiemment, et puis voir en fait ce qui apparaît un peu comme une bizarrerie. Et c'est vrai que notre premier défi en fait qui se pose à nous, c'est pas tant dans la connaissance de l'objet. Moi, ma spécialité c'est l'Orient, mais d'autres c'est le Burkina Faso, d'autres c'est l'Asie, d'autres c'est le monde de l'Amérique latine, et cetera. Mais dans quelle mesure justement cette connaissance de l'objet me permet en fait de déceler donc en amont eh bien, des objets qui sont en phase de blanchiment, hein, c'est-à-dire comment ils vont être transformés en indiquant en fait eh bien, d'autres notions, d'autres indications qui sont loin de la réalité, hein, parce que vous imaginez bien qu'on peut assez difficilement vendre un objet comme un objet pillé ou un objet volé, donc on va essayer de brouiller les pistes. Eh bien, le travail, voilà, c'est de s'intéresser à toutes ces bizarreries en appliquant le monde de la recherche. Alors, le monde de la recherche, en fait, il est multiple. C'est vrai que c'est aussi bien les étudiants, et moi, depuis pas mal de temps, j'insuffle effectivement cette dynamique hein, de sensibilisation en mettant systématiquement une, deux, trois photos montrant des objets, pas simplement des objets de musée, mais des objets justement qui ont été pillés, des objets qui ont été volés, des sites qui ont été détruits ou vandalisés. Donc, il s'agit aussi de sensibiliser, vous voyez, les étudiants en histoire de l'art et en archéologie. Et puis après, l'idée, c'est bien évidemment de sensibiliser tout le monde et aussi de rentrer dans une spécificité. Et donc, j'avais monté un cours sur le trafic des biens culturels avec cette dimension, en fait, vraiment interdisciplinaire. Moi, je crois beaucoup en l'interdisciplinarité. Donc, le droit, justice, enquête et patrimoine, que j'enseigne à Poitiers, mais que j'enseigne aussi à l'Institut catholique de Paris, à l'École du Louvre, et puis depuis 4 ans donc à Sciences Po Paris, sur le campus de Menton. Et puis il y a tout ce travail aussi de formation. Comme enseignant, c'est vrai que je lutte contre l'ignorance et j'essaie de faire en sorte que les gens puissent plus me dire: «Ah ben, on ne savait pas» ou bien: «Oh bah, écoutez, non, c'est marginal, on s'en occupera que quand on aura le temps». Alors c'est vrai que pour beaucoup, c'est pas une priorité, et notamment pour les enquêteurs parce que encore une fois, ils sont tellement noyés par justement, voilà, le trafic de stupes, d'armes, d'êtres humains, de produits pharmaceutiques ou bien de capitaux, et cetera. Mais l'idée, c'est de leur dire, voilà, progressivement: «Non, en fait, le trafic des biens culturels nourrit une criminalité qui parfois une criminalité qui est dangereuse,
qui peut avoir aussi un volet proche du terrorisme. Mais c'est pas simplement ça, mais ça peut aussi, intéresser, le détectoriste qui parfois ignore qu'il commet des atteintes assez graves. Donc il y a tout ce travail de formation à l'école des douanes, auprès de la police, auprès des magistrats. L'idée, c'est vraiment de pouvoir former et sensibiliser l'ensemble, des acteurs qui, vont intervenir le long de cette chaîne opératoire. Je voudrais qu'on revienne, maintenant un peu plus en détail sur ce trafic de biens culturels qui est un sujet qui est quand même très peu connu finalement du grand public. À quoi ressemble ce trafic? Comment est-ce qu'il se déroule? Avant que vous répondiez à cette question, j'en ai une autre. Est-ce qu'il existe une différence entre le trafic d'antiquités et le trafic de biens culturels ou finalement c'est des termes interchangeables qui désignent le même, phénomène? Les antiquités font partie des biens culturels, mais les biens culturels, ne se limitent pas, bien évidemment, aux antiquités. On pourrait définir, en fait, un bien culturel comme un bien matériel, hein, bon, qu'il soit meuble ou immeuble, qui appartient, en fait, au patrimoine, qui appartient à la culture des peuples, qui appartient aux civilisations et ça, dans des domaines, en fait et dans des catégories qui sont définies dans chaque pays. Chaque pays a un peu sa définition des biens culturels. Chaque pays définit un peu ses critères et en fonction de ces critères, on voit que ces biens vont bénéficier en fait d'une protection plus ou moins forte. Alors en fonction, voilà, de la propriété du sol, de l'interdiction totale ou libre de circulation. Parfois, il y a des critères d'ancienneté ou des critères de valeur, mais et là aussi donc l'UNESCO, dans sa convention justement, la grande convention de 1970, voilà, va définir justement, hein, ce que sont ces biens culturels, qui sont à titre religieux ou profane, mais qui sont jugés d'importance pour l'archéologie, pour la préhistoire, pour l'histoire, pour la littérature, pour l'art, voire même pour la science. Vous voyez qu'on peut aussi bien avoir des objets archéologiques, donc des antiquités, mais aussi des spécimens zoologiques, botaniques, on peut avoir des cartes postales, on peut avoir des œuvres d'art, des voitures de collection, ou aussi des tableaux. Vous voyez, donc c'est à chaque fois qu'il n'y a pas une définition stricto sensus. Chaque État, et nous par exemple, en France, on a 15 catégories de biens culturels, et les 2 premières catégories, conservent plutôt les biens archéologiques. On voit que c'est beaucoup plus vaste en fait, ce terme de bien culturel. Peut-être que dans l'imaginaire collectif, on va penser, aux biens archéologiques, mais on n'aurait peut-être pas pensé, y inclure les œuvres d'art ou comme vous mentionnez, les tableaux et les cartes postales. Mais du coup, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi, ressemble ce trafic? En fait, comment ça se passe, hein? Le trafic illicite, on pourrait le définir, un peu, alors même s'il n'y a pas véritablement de définition, oui, mais comme un peu l'ensemble de pratiques illégales. Donc encore une fois, c'est la loi qui dit ce qu'on doit faire et ce qu'on ne peut pas faire. Alors c'est vrai que pour le trafic de biens culturels, on fait rentrer des données comme le pillage. Alors finalement, pour le pillage, on parlera plutôt d'antiquité. Les tableaux sont rarement enfouis, donc de pillage, on parlera de vol, on parlera de recel, de blanchiment. On parlera aussi d'exportation et d'importation illégale. Et l'idée, c'est que toutes ces pratiques illégales, en fait, vont porter atteinte à des biens matériels qui sont protégés justement en rapport avec la culture, en rapport avec le patrimoine de toutes ces civilisations passées existantes. Alors je reviens toujours en fait à cette même définition toutefois, émanant de la convention, de Paris de 1970 qui définit là aussi un peu les 3 vies en fait de l'objet: l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels. Et encore une fois, ces biens culturels qui sont définis comme des objets présentant un intérêt archéologique, historique, préhistorique, etc., etc. Donc, ce sont des objets qui vont en fait changer de propriété, qui vont être extraits d'un sol alors qu'ils n'en ont pas l'autorité ou en tout cas ils n'ont pas l'autorisation. C'est pour ça qu'il y a une spécificité pour les biens archéologiques, puisque la notion de pillage est véritablement très importante. Alors, c'est vrai que tout ça, c'est assez récent, hein, c'est vrai qu'on est vraiment au cœur même de l'actualité. Et là, en ce moment, même le ministère de la Culture est en train d'élaborer un vade-mecum sur la sécurisation justement des acquisitions et on réfléchit beaucoup justement au trafic illicite mais aussi au trafic des biens coloniaux, mais également au trafic des spoliations justement nazies, plus récemment, aux restes humains. L'idée, c'est qu'on puisse réfléchir à la provenance. On ne peut plus acquérir et on ne peut plus conserver effectivement, voilà, des objets qui sont clairement établis comme des objets volés ou des objets pillés. Et c'est vrai que le maître mot, en fait, un peu de nos actions en ce moment, c'est cette fameuse recherche de provenance. Mais encore une fois, j'ai l'impression que le monde, ne découvre pas le terme, mais découvre l'exigence, en fait, de ce terme de recherche de provenance. On peut plus faire comme avant, mettre ça sur le côté, est-on sûr de nos collections?
Est-on sûr de l'objet justement, dont on fait l'acquisition? Donc c'est rentrer dans cette exigence qui est assez nouveau, en tout cas, c'est ce qui me semble. Et quelle est l'ampleur de ce trafic de biens culturels? Qu'on ait un petit peu une idée, si c'est quelque chose, voilà, on sait qu'il y a toujours des classements, un petit peu, des crimes et que le trafic de drogue, est dans le top 3. On a aussi la criminalité environnementale. Est-ce qu'on est dans un ordre de grandeur comme cela? C'est-à-dire que c'est un trafic d'ampleur ou est-ce que c'est plutôt, localisé ou, de temps à autre? Quelle est l'ampleur du trafic? Alors bien évidemment, on parle de trafic illégal, c'est très difficile de donner des chiffres. J'en ai donné, je donne plus, j'en ai écrit, je n'écris plus. Pendant longtemps, effectivement, on parlait de troisième rang mondial, de 10 milliards. En fait, on sait rien. Mais au moins, ça a réveillé les consciences. Ça, c'est important. Ce que l'on sait, c'est bien évidemment, c'est le marché légal, hein, qui pèse à peu près 57,5 milliards de dollars. C'est là où justement, ma recherche, effectivement, a essayé justement de trouver en fait des critères pour mesurer, pas tellement le rang, mais pour mesurer l'ampleur en fait de ce trafic. Et en fait, moi, j'utilise 4 critères qui sont des critères assez infaillibles, bon, qui ne sont pas du tout exhaustifs, hein. S'il y en a d'autres, je serais heureux de les connaître. Mais mon premier critère, c'est le pillage en lui-même. Donc là, c'est vraiment les biens culturels archéologiques. C'est-à-dire que le point de départ de ce trafic illicite des biens archéologiques, eh bien, ce sont justement ces fouilles clandestines dont on mesure en fait sans cesse l'ampleur, justement sur tous ces sites qui ont été éventrés, tous ces sites qui ont été traversés parfois même par des bulldozers ou simplement par des trous béants laissés par les pilleurs. Donc c'est toutes ces centaines de milliers de mètres cubes de terre qui ont été déplacés, tamisés à la recherche d'objets qui laissent ces trous. Et là, on a effectivement tous ces sites qui sont, encore une fois, Thucydide disait qu'on peut jamais se baigner 2 fois dans les mêmes eaux d'un fleuve, bah, on peut jamais fouiller un site qui a été pillé, hein. Et tous ces sites, alors on a en mémoire justement les sites de Palmyre notamment ou de Mari en Syrie. Vous voyez, sur le site d'Apamée, c'est 4000 trous, hein. Sur le site de Mari en Syrie, on est à 3680 trous. Vous voyez, donc maintenant on compte les trous. Si on part en Afghanistan, là, sur le site de Ain Ranoun, on est à plus de 22 800 trous. Et puis, bah, lorsqu'on part au Pérou, là, on a entre 40 et 50 000 trous. Donc, vous imaginez, effectivement, donc tous ces trous, hein, vous multipliez par 2 à 6 mètres de diamètre et 2 à 4 mètres de profondeur. Donc, ce sont vraiment une immensité, en fait, de trous qui sont laissés par les pilleurs. Et toujours la même question, que sont devenus, en fait, ces objets? Et est-on en capacité, justement, de les reconnaître quand ils vont arriver, quand ils vont circuler sur le marché légal? Donc, c'est vraiment cette première évidence. Et autant vous dire que je reçois des images de façon hebdomadaire, hein, en tout cas très régulière, de sites qui ont été pillés par, justement, ces trafiquants. Alors, ça intéresse bien évidemment, l'international, mais voilà, il ne faut pas minimiser non plus le travail qui est fait, hein, par les trafiquants, par les pilleurs sur le sol français, puisqu'on évalue à peu près à 120 000 le nombre de détectoristes en France. L'association APA, hein, Halte Pillage, qui évalue à peu près 520 000 objets qui sont pillés chaque année. Donc vous imaginez, en fait, pour moi, c'est 520 000 objets qui sont définitivement perdus et qui ne pourront plus jamais, effectivement, eh bien, me donner une indication historique, chronologique, patrimoniale, etc., etc. Donc, vous imaginez qu'à l'échelle du monde, eh bien, ça en fait quelque chose de très colossal. En plus, j'ai envie de dire malheureusement, hein, piller, rien de plus facile, hein. Il est facile de s'acheter un détecteur de métaux, il est s'acheter une pelle, une truelle et que sais-je. Et c'est facile aussi de trouver de la documentation, hein, sur internet, des tutos ou de la littérature pour justement, eh bien, détecter les sites et puis s'adonner à cette pratique. Deuxième évidence, c'est les ventes sur internet. Et c'est vrai qu'au départ, bah, les ventes se limitaient, voilà, aux ventes aux enchères, chez les antiquaires, chez les brocanteurs. Développement effectivement d'internet, avec des plateformes traditionnelles dans lesquelles on voit effectivement de plus en plus en fait d'objets archéologiques. Et puis se créent aussi des sites dont la spécialité est de vendre des objets archéologiques. Et puis comme ces sites se sont parfois un peu épiés, eh bien, il y a une sorte de déplacement en fait du marché de l'art illégal, eh bien, sur des plateformes, sur des réseaux sociaux, que je n'aimerais pas, mais qui servent aussi à mettre en relation, eh bien, donc, l'acheteur, le collectionneur, mais surtout avec le trafiquant. Troisième critère, ce sont les saisies, hein. Il y a de plus en plus de saisies qui me permettent aussi de cartographier quels sont les objets qui ont été saisis, qui a saisi, qui a été saisi, etc. Et puis quatrième, ce sont les restitutions. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de restitutions et qui me donnent aussi des informations sur vraiment cette sorte de polymorphie en fait de la criminalité qui va vraiment de la petite délinquance au groupe terroriste
et qui touche ces 3 catégories de pays qu'on nomme souvent, hein, les pays sources, qui sont souvent les mêmes, hein, l'Égypte, la France, l'Italie, le Pérou, et cetera, et cetera. Les pays de transit, qui ne sont pas que la Suisse, mais aussi Israël, la Turquie, les pays du Golfe. Alors, il ne s'agit absolument pas de stigmatiser les pays, hein. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que ces pays organisent sciemment, mais voilà, les trafiquants ont identifié effectivement donc ces places. Et puis, bah, tout ça, c'est à destination, hein, des pays de marché, les États-Unis, la France, de nouveau aussi les pays du Golfe, et cetera, et cetera. Il y a vraiment un circuit et ces 4 critères, pillage, vente sur internet et saisie et restitution, me permettent vraiment de donner en fait une idée de l'ampleur justement de ce trafic illicite qui nourrit parfois effectivement une criminalité assez importante. Merci pour ce tableau, c'est colossal. En fait, on ne se rend pas compte quand vous avez dit, 40 000 à 50 000 trous, au Pérou, c'est gigantesque. Quand vous dites, en France, je crois que vous avez dit, si je me trompe pas, 500 000, objets, c'est ça, qui peuvent être, pillés? C'est des chiffres qui sont astronomiques. On aurait du mal à se les représenter et on peut imaginer effectivement derrière que ça peut attirer, de la criminalité. Et justement, je serais assez intéressée d'en savoir un peu plus, connaître les liens avec la criminalité organisée et vous avez également mentionné, les groupes terroristes, donc est-ce que vous pourriez nous en dire, plus sur les liens? Ils fonctionnent pas forcément, ensemble, mais à quel moment, en fait, la criminalité organisée ou les groupes terroristes peuvent intervenir dans ce trafic de biens culturels? Alors, quand on parle effectivement de trafic des biens culturels, on parle de trafic dont la finalité est toujours la même. C'est pas pour la beauté de l'objet, même si parfois effectivement ça arrive en ligne de compte effectivement au niveau des collectionneurs, mais c'est avant tout de l'argent. On trafique pour, obtenir de l'argent et on se dit que, bah, tiens, bon, pourquoi pas les biens culturels? À côté, encore une fois, hein, des stupes, des armes, des biens pharmaceutiques, des êtres humains. À partir du moment où il y a de l'argent et à partir du moment où on a identifié effectivement qu'il y a un marché légal qui est porteur et où dans lequel il y a une certaine impunité du fait de la méconnaissance, eh bien voilà, il est logique de trouver de la criminalité et de la criminalité parfois organisée et d'une façon très importante. Alors, c'est vrai qu'on a maintenant un certain nombre d'exemples qui sont bien établis, hein. Mohamed Atta, l'un des cerveaux du 11 septembre, hein, qui avait en 99, donc 2 ans avant le 11 septembre, cherché à vendre des objets afghans, en Allemagne. On a aussi l'exemple de Khaled Bakraoui en 2016, qui était connu pour du harnapping et c'est lui qui avait commis effectivement le double attentat de l'aéroport de Zaventem et puis de Molenbeek. On a, bien évidemment l'exemple de Daesh, de l'État islamique. Donc dans l'État islamique, bah, il y a État, où là, bien évidemment, il y avait un ministère effectivement du sous-sol, avec 2 subdivisions, si je puis dire, le pétrole et les biens archéologiques. Et là, tout était organisé pour justement détecter les sites et puis organiser les fouilles et vendre les objets. Donc soit ils le faisaient directement, soit ils le faisaient indirectement et on a effectivement, à la suite de ce raid américain, hein, dans la cachette, pu établir d'une façon très claire l'organisation de ce trafic. Mais ça intéresse aussi les mafias. Et là, je me souviens effectivement d'une affaire en 2016 qui avait pu justement voilà, mettre en relation la mafia 'ndrangheta, mafia calabraise, italienne, et Al-Qaïda, donc Libye, à une époque où justement ils cherchaient à s'approvisionner en armes, et donc c'était armes contre antiquité. Alors, on peut multiplier les exemples, hein, l'Afghanistan avec les talibans, le Hezbollah, qui s'est lancé aussi dans le marché de l'art. Et ce qui est assez symptomatique, c'est que, vous voyez, avec l'exemple notamment du Soudan, c'est que maintenant, on a véritablement, et c'est avéré, une sorte de relation logique entre aussi des situations, pas simplement de pauvreté, mais aussi des situations de guerre, où dès les premiers jours, dès les premières semaines, dès les premiers mois en fait d'un conflit, eh bien les sites archéologiques, les musées sont identifiés comme une sorte de supermarché ou comme, entre guillemets «de banque» en fait, qu'il s'agit de piller. Donc on les voit effectivement, hein, voler, piller et puis surtout, ces objets apparaissent très rapidement sur le marché de l'art et ça, c'est tout à fait intéressant pour la guerre au Soudan, pour la guerre au Yémen, pour aussi en Ukraine, en fait. Il y a cette logique qui est tout à fait effectivement, mortifère. C'est-à-dire que la prise de conscience, en fait, de la valeur financière des biens archéologiques, eh bien, vont entraîner le pillage. On a identifié cela et encore une fois, malheureusement, c'est cette prise de conscience de la valeur financière. Mais aussi, on voit bien aussi que la valeur, en fait, la prise de conscience de la valeur historique et identitaire crée la destruction, crée le vandalisme. On le voit à Gaza, on le voit en Ukraine, on le voit effectivement au Yémen, et cetera, et cetera. Et puis aussi, le désir de s'accaparer le trésor d'autrui, notamment comme butin de guerre, eh bien, va créer le déplacement. Vous voyez que c'est une logique, en fait, et ça, c'est toute la difficulté, en fait, de cette criminalité, c'est que c'est vraiment une criminalité polymorphe,
qui intéresse aussi bien la petite délinquance, encore une fois le détectoriste, mais on va jusqu'au terrorisme et dans la plupart des cas, bien évidemment, c'est la recherche de trésors, hein, c'est la recherche de biens que l'on peut écouler d'une façon de plus en plus facile, eh bien, sur internet, en tout cas sur le marché légal. Donc là, vous imaginez qu'il y a beaucoup plus de monde et donc le maître mot après, c'est comment écouler ces objets sur le marché légal. Mais justement, vous formulez ma prochaine question. Vous avez utilisé le mot de blanchiment. Comment les trafiquants s'y prennent-ils pour, dissimuler, l'origine du bien et puis lui donner, une apparence de légalité et donc finalement le blanchir, de passer de quelque chose d'illégal à lui donner, cette apparence de légalité? Alors, c'est la question la plus importante et qui retient effectivement notre attention. En fait, il y a une grande différence déjà à faire, je pense, entre les objets inventoriés et les objets non inventoriés. Il y a une grande différence à faire entre le vol et le pillage. Pour les objets inventoriés, quand ces objets sont volés, on sait ce qu'on cherche. Donc là, il y a un dépôt de plainte, ils sont répertoriés sur des bases d'objets volés, donc on sait ce qu'on cherche, même si bien évidemment l'objet peut après ensuite avoir été transformé. La grande difficulté pour nous, c'est bien évidemment de travailler sur le pillage. C'est-à-dire sur des objets non inventoriés, ce qu'on a qualifie en fait d'objets orphelins, dont on ignore bien évidemment l'existence, puisque ces objets sont sortis de terre en dehors en fait d'un processus scientifique officiel, autorisé, légal. En tout cas, l'objet n'est pas répertorié. Et là aussi, l'idée, d'ailleurs c'est amusant parce que le blanchiment est l'une des rares métaphore utilisée par le droit pénal pour décrire en fait ce processus qui consiste, alors bien évidemment, à transformer des fonds illicites en argent, hein, ayant une apparence licite pour les criminels en fait de les réinjecter en fait dans l'économie légale. Mais pour moi, je vais m'intéresser en fait au blanchiment dans le sens comment blanchir en fait l'origine illicite, comment conférer en fait une apparence de légalité en falsifiant, en transformant, en modifiant en fait, alors soit l'objet lui-même, soit bien évidemment les documents qui accompagnent l'objet. Et là, autant vous dire qu'il y a une créativité de la part des trafiquants. Donc on travaille justement dans le sein de la CELTRAC justement sur tous ces processus de blanchiment, blanchiment par maquillage pour faciliter la circulation, blanchiment par démembrement. Au lieu de vendre un tableau de genre, ben, on va découper les têtes des personnages, vous voyez, puis qu'on va vendre comme portrait, vous voyez, donc on leur va totalement décontextualiser en fait les personnages qui sont représentés. On peut aussi transformer partiellement ou complètement finalement l'aspect. Vous imaginez si on rajoute les bras effectivement à la Vénus de Milo, bah voilà, vous cherchez la Vénus de Milo, mais là vous voyez effectivement bah, un personnage complet, donc vous ne le reconnaissez pas. Donc l'idée encore une fois, c'est de brouiller les pistes en lui ajoutant un élément qui n'existait pas ou bien en supprimant, donc en altérant en fait quelque chose. Mais on peut aussi faire circuler les objets avec des faux certificats d'exportation. Alors, on veut dire que le Conseil international des musées, l'UNESCO, Interpol prévient qu'ils ne sont pas habilités à délivrer quelconque certificat. Peut-être qu'un policier peut expérimenter, un douanier peut expérimenter, ou même un marchand peut expérimenter, pourrait se laisser berner justement par ces faux certificats. Donc là aussi, il y a tout un travail d'alerte. Ce qui est plus irrémédiable, c'est quand vous voyez effectivement des lots de pièces d'or ou bien des lots d'objets liturgiques qui sont fondus. Et on retient que la valeur de l'or, en fait, hein, quand on sait que le prix du kilo d'or, à peu près, c'est 100 000 euros, donc vous imaginez l'argent que l'on peut faire. Il y a aussi, on peut blanchir par intégration dans une grande collection. Et ça, on a beaucoup d'exemples, justement, de ces objets qui ont été acquis chez un grand collectionneur au-delà de tout soupçon. Bon, voilà, et cet objet se noie. Donc, lorsque le collectionneur, effectivement, vend, bah, il vend aussi ces objets à provenance douteuse. Et puis, il y a tous ces petits détails. Et ça, vraiment, j'invite les auditeurs à faire attention. Quand vous voyez un objet vendu comme collection familiale européenne, 1970. Alors, ça peut exister, mais c'est aussi des éléments qui sont utilisés par les trafiquants. Encore une fois, pour l'idée du trafiquant, c'est croyez-moi sur parole et croyez ce que je dis. Et nous, chercheurs, hein, notamment, aux côtés des forces de l'ordre, c'est justement de disséquer et de vérifier, en fait. Donc, vous dites, voilà, collection un tel, acquis dans ces années, vendu par telle et telle place importante de vente à telle année, mais on va vérifier. Parce que les trafiquants partent du principe que vous n'irez pas vérifier. Et ça, on le vérifie à chaque fois. On parle du principe de notre crédulité. Et donc là, on peut déjà agir assez fortement. Et est-ce que vous pourriez nous donner un exemple
La manière dont vous aidez, les services d'enquête, en fait, à déterminer que, un bien a été, blanchi. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on le découvre? Qu'on ait un exemple un peu plus, concret. L'idée, c'est de partir, en fait, soit de catégories d'objets qui font partie justement des objets à risque d'être pillés. Et c'est là où justement le Conseil international des musées, hein, l'ICOM, eh bien, produit régulièrement, en fonction bien évidemment de l'actualité, ce qu'on appelle des listes rouges. Donc ce sont des listes de catégories d'objets. Et l'idée, c'est que si jamais vous voyez un objet qui ressemble à l'une des catégories, eh bien, soyez attentifs, soyez exigeants dans la production, voilà, de certificats ou on va travailler sur des catégories d'objets qui sont particulièrement sensibles, qui sont particulièrement vulnérables, mais on travaille aussi sur des objets qui sont déclarés volés. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la base d'objets volés d'Interpol, il y a plus de 54 000 objets, hein, qui étaient déclarés sur cette base internationale. Alors vous voyez que quand vous avez 520 000 objets qui sont pillés uniquement en France, donc vous voyez là où se trouve en fait notre défi, c'est dans les objets volés, mais c'est surtout dans les objets pillés. Donc l'idée, c'est de suivre quels sont justement les modes, quels sont les sites, quels sont les pays dans lesquels justement, eh bien, on a la preuve d'activité de pillage. L'idée, c'est que bien évidemment, nous, on ne peut agir qu'à l'origine, c'est-à-dire de constater qu'il y a des trous de pillage dans tel pays, dans tel site, dont on connaît effectivement l'histoire. Donc on sait sensiblement quels sont les types d'objets qui risquent effectivement d'avoir été pillés. Mais on ne doit attendre que le moment où les objets apparaissent, en fait. Donc, quitte la partie immergée, en fait, de l'iceberg, pour la partie effectivement émergée. Donc, il faut être patient. C'est vraiment dans la collecte, en fait, d'informations, dans ces bases de données. C'est pour ça que la recherche est importante. C'est pour ça que justement que les chercheurs ont un rôle capital dans la production de ce discours, de cette recherche. Parce que déterminer un objet volé, c'est assez simple, entre guillemets, même si ça nécessite beaucoup de temps. Mais déterminer un objet pillé, c'est vraiment sur le long terme. Par quoi? Parce qu'encore une fois, c'est la loi, en fait. Par exemple, jusqu'en 1983, eh bien, on pouvait exporter des objets égyptiens. Donc à partir de 83, on ne peut plus. Et donc le pilleur, eh bien, lui, va dire: «Ah non, non, mais cet objet a été exporté, avant 83». Vous voyez? Donc lui, bah, il va essayer de blanchir les objets en faisant croire que l'objet est sorti. Encore une fois, c'est la loi, en fait. C'est-à-dire que et c'est toute la difficulté, c'est que sur le marché légal vont se côtoyer eh bien, des objets qui ont une origine légale et une origine illégale. Ce sont les mêmes objets. Comment fait-on pour les distinguer? Puisque c'est simplement la loi, souvent contemporaine, qui dit bah non, jusqu'à telle date, eh bien, voilà, le sol appartenait à un privé, le sol appartenait justement à celui qui découvrait l'objet, mais à partir de cette date, le même geste, donc le même objet potentiellement découvert, n'appartient plus au privé, mais à l'État, et l'État interdit effectivement le commerce, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a un défi justement de recontextualiser ces objets. Alors, d'une façon assez claire, on va chercher des marqueurs. Et c'est vrai que pour la Libye notamment, on a des marqueurs, hein, donc c'est-à-dire des types d'objets qui sont spécifiques à telle ou telle région, spécifiques à telle ou telle période, et qui n'ont aucune raison de se retrouver en dehors de ce contexte libyen. Et c'est là où justement, eh bien, ça nous aide à définir des catégories effectivement donc de blanchiment. Donc il s'agit encore une fois là de collecter des informations, souvent en source ouverte, à partir donc d'objets volés, clairement établis, et d'essayer de les retrouver en fait sur les marchés légaux et de voir dans quelle mesure eh bien, donc, ces objets vont apparaître à chaque fois avec une histoire en fait différente. À partir de ce moment-là, eh bien, voilà, on va lancer des alertes et on va nourrir des dossiers et ces dossiers eh bien, vont être envoyés nationalement, hein, donc soit aux douanes, soit à l'OCBC. On peut aussi, une affaire assez récente justement dont on a prévenu Europol pour prévenir voilà, la police du pays dans lequel on avait détecté ces objets dont la provenance était illégale. Quand on voit toute la créativité dont font preuve, les trafiquants pour dissimuler, falsifier, l'origine, la provenance de ces biens culturels, je me pose forcément la question de la corruption et dans quelle mesure, en fait, la corruption facilite aussi, ce trafic de biens culturels? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu, dans vos recherches ou de manière générale? Le terme de corruption, je l'utilise assez peu parce que c'est une notion que je maîtrise assez mal. Je parle plutôt de vulnérabilité et parfois même de complicité. Et c'est là où vous l'aviez abordé effectivement en introduction. C'est vrai que depuis une dizaine d'années, on s'aperçoit, et c'est pour ça que c'est vraiment d'actualité, de la vulnérabilité en fait des mondes de l'art. Et les mondes de l'art, c'est deux mondes en fait. C'est le marché de l'art
proprement dit. C'est vrai qu'on s'aperçoit que depuis les printemps arabes, donc vous voyez, c'est pas depuis 40 ans, hein, non, non, printemps arabe, hein, c'est 2011, eh bien, que le trafic des biens culturels s'est imposé véritablement dans le débat, public, international, et la traçabilité, en fait, des antiquités est devenue un sujet majeur de préoccupation, mais pas simplement des collections et des marchands, mais aussi des institutions publiques, comme les musées, hein, qui les exposent. Et là, on voit, mais d'une façon logique, qu'à partir du moment où on va s'intéresser à la provenance des collections circulant sur le marché de l'art, eh bien, un certain nombre d'objets posent des problèmes de provenance, posent des problèmes d'acquisition qui sont tout à fait importants. Et là, c'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples, hein, outre-Atlantique notamment, donc de grands collectionneurs, au-delà de tout soupçon, mais dès qu'on s'intéresse aux collections, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'objets qui ont une provenance en fait illégale et bizarrement acquis durant ces années effectivement 2011-2012, vous voyez, durant ces périodes d'instabilité. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que encore une fois, le trafic des biens culturels en fait obéit à une certaine logique. Les destructions du patrimoine, donc les guerres en fait, hein, le pillage des sites archéologiques, le trafic illicite, sont souvent justement eh bien, ces résultats de temps de crise, de temps de conflits, où les gens, où l'État est trop occupé à autre chose qu'à protéger son patrimoine. Et comme il y a cette prise de conscience de la valeur financière, tout le monde s'y met et devient encore une fois cible privilégiée en fait de cette criminalité polymorphe parce que c'est un commerce lucratif, parce que justement ça nourrit une économie souterraine. Donc corruption, je ne sais pas. Corruption, c'est est-ce que c'est de commettre une chose illégale en pleine connaissance de cause? Il y a forcément des collectionneurs véreux, bien évidemment, mais aussi, et là je ne voudrais pas mettre une sorte de généralisation, que ce soit le marché de l'art ou pour le musée, mais c'est vrai que peut-être qu'on était moins enclin à vérifier en fait la provenance de l'objet, ou bien la provenance, ou bien la chaîne opératoire en fait, et de tous ces intermédiaires. Parce que mine de rien, pourquoi s'est-on intéressé justement au trafic des biens culturels? Un, c'est avec le financement du terrorisme. Autant vous dire, moi, je m'intéresse à cette notion depuis 2012, vraiment d'une façon quotidienne et majoritaire. Mais il a fallu attendre effectivement Daesh pour qu'on puisse justement intéresser véritablement le monde de la justice. À partir du moment où ça cesse d'être une atteinte au patrimoine, mais que c'est vraiment, voilà, que derrière tout ça, on parle d'antiquité du sang, là, ça intéresse tout le monde. C'est vraiment cette prise de conscience. Et pareil pour justement le monde des musées. C'est vrai qu'il a fallu attendre effectivement un certain nombre d'affaires pour s'apercevoir ce que j'appellerais la vulnérabilité des musées qui ont acquis des biens, mais dont l'origine, en fait, était un pillage. Pour cette notion de corruption, nécessairement, dans les pays sources, la première difficulté, c'est le passage de la première frontière. Alors, la corruption, elle peut être établie par des gens qui ferment les yeux, mais c'est souvent aussi par des gens qui ferment les yeux par méconnaissance, en fait, de ce trafic. Et l'idée, effectivement, vous mentionniez justement l'Organisation mondiale des douanes, qui joue un rôle important dans la formation, justement, des douaniers, parce que c'est, encore une fois, c'est la police des marchandises. Et c'est eux qui vont, encore une fois, eh bien, contrôler l'objet en déplacement. Importation, exportation, transfert. Pour vous donner un exemple très concret, un policier ouvre votre coffre, voit une statue, c'est à lui de prouver que vous l'avez volée. Un douanier ouvre un coffre, voit une statue, eh bien, le douanier va être en droit de vous demander de justifier non pas la possession, puisque l'article 2276 du Code civil dit qu'en matière de meubles, possession vos titres, mais vous devrez prouver que vous n'êtes pas simplement le légitime possesseur, mais que vous êtes le légitime propriétaire. Vous voyez, donc il y a une sorte d'inversement de la charge de la preuve. Vous voyez que là aussi, les douanes ont des pouvoirs assez exorbitants dans cette inversion, alors qui sert beaucoup dans le cas de pillage, parce que effectivement, possession vos titres, bah, pour un objet pillé, bon, vous dites pas qu'il est pillé, bah, comme vous l'avez avec vous, donc vous dites rien, mais si vous devez prouver justement la propriété, là, ce sera beaucoup plus difficile. Vous voyez, donc on peut lutter contre justement cette corruption, entre guillemets, hein, qui est lucide ou non, par la formation. C'est encore une fois, lutter contre l'ignorance, c'est notre préoccupation la plus importante. Merci beaucoup. On arrive un petit peu, à la fin de notre entretien, mais j'ai 2 dernières questions. La première, c'est de savoir ce qui est mis en place pour lutter contre, ce trafic. Vous avez déjà parlé de la formation, du travail des enquêteurs, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui existent pour lutter contre ce trafic? C'est vrai que ça, c'est une question majeure. Une fois qu'on a identifié les objets qui sont vulnérables, vol, pillage, qu'on a identifié effectivement les réseaux, qu'on a identifié le mode opératoire et aussi les routes, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc face à la vulnérabilité des acteurs, eh bien moi je crois véritablement à des actions interdisciplinaires et concertées et qui va en fait de l'identification des objets à la judiciarisation des affaires
en passant bien évidemment par le temps de l'enquête, mais la finalité, c'est la restitution. Alors vous avez parlé de l'enseignement et ça c'est majeur, hein, donc enseignement à l'université, ça passe aussi par la formation, formation professionnelle et il y a de plus en plus, l'école du Louvre effectivement, développe justement un master autour de ces questions, un diplôme universitaire développé par Nanterre, mais aussi voilà, chacun peut enseigner cette discipline. La formation professionnelle en France, ça elle est importante, mais aussi d'un point de vue international, donc police nationale et internationale, douane nationale et internationale et cetera et cetera. Moi, j'essaie de former aussi les douaniers aux aéroports aussi, voilà, bon, bref, mais aussi à l'étranger. Je crois beaucoup aussi à la recherche, hein. Moi, j'ai de plus en plus d'étudiants, hein, en master, mais aussi en thèse, encore une fois, voilà, autour de thématiques centrées. Alors, ça peut être vraiment un sujet sur le trafic proprement dit, mais ça peut être aussi un sujet sur, je sais pas moi, pour moi, l'archéologue, c'est l'étude, vous voyez, des statuettes en terre cuite, par exemple. Dans quelle mesure, justement, cette recherche scientifique, académique, eh bien, va pouvoir aussi servir, et je leur dis, hein, n'allez pas simplement en bibliothèque, mais allez sur les réseaux sociaux, allez sur les plateformes de vente, et vous pourrez ainsi nourrir votre corpus. Donc, vous passerez de 100 statuettes à peut-être 200, et puis vous êtes en capacité aussi de pouvoir voilà, déceler les irrégularités en fait hein, qui se passent. Et puis, bien évidemment, il s'agit aussi de permettre ces mises en relation entre experts et enquêteurs, hein. Et c'est vrai qu'au niveau européen, on a ce qu'on appelle des cyberpatrouilles, hein, dans le cadre de ces actions Pandora, où il y a voilà, des polices, des douaniers, effectivement, donc, européennes, associées effectivement à des archéologues, des historiens de l'art, hein, et en temps réel, voilà, on s'échange des informations et ce qui peut permettre, Pandora 9, par exemple, donc en 2024, a permis quand même eh bien, de saisir en quelques semaines plus de 37 000 objets, de produire 80 arrestations, de lancer près de 260 enquêtes. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, bien évidemment, l'idée, c'est encore une fois de lutter contre l'ignorance et de faire en sorte que les gens ne puissent plus dire je ne savais pas. Donc, c'est tout aussi les activités, les actions de sensibilisation. Et c'est vrai que là, l'UNESCO joue un rôle moteur. Là, bientôt, le 14 novembre, bah, c'est la journée internationale contre le trafic illicite des biens culturels. Il va y avoir la sortie, je pense, de ce musée virtuel lancé par l'UNESCO. Et puis aussi, et ça, j'étais très content d'en parler parce que j'ai initié justement en France la première exposition sur le trafic des biens culturels au musée du Louvre. C'était en 2021-2022. On sortait effectivement du Covid, donc c'est vraiment de la saisie à l'exposition, où on a exposé pour la première fois dans la salle d'actualité du département des antiquités grecques, étrusques et romaines, avec mon collègue et ami Ludovic Logier, eh bien, donc des objets qui avaient été saisis, des objets libyens, mais aussi des objets proche-orientaux. Et l'idée, c'était, voilà, derrière une antiquité, alors j'avais essayé effectivement un peu de scénariser, bon, rapidement calmement en disant, «Tu gentil, enfin, on est au Louvre, donc il faut rester assez classique». Mais j'avais quand même réussi à obtenir de la part du juge l'autorisation de les exposer, donc ces objets saisis, avec les scellés, notamment les doubles scellés, police et douane. Et l'idée, c'était, voilà, vous voyez un objet, un bel objet, mais sachez que derrière un bel objet, parfois peut se cacher en fait une infraction, un délit, un crime. Ne soyez pas complice en fait de cela, devenez vigilant, devenez exigeant dans la production justement, et bien de cette fameuse traçabilité. Donc il y a vraiment une pluralité en fait d'actions au service du patrimoine. Donc c'est vraiment l'histoire de chacun, parce qu'on est tous vulnérables, on peut lutter contre cette vulnérabilité par la connaissance. Merci beaucoup. Bah, ma dernière question, c'était, voilà, quel rôle on peut jouer en tant que citoyen? Mais vous avez, répondu finalement, c'est de s'informer, se poser, des questions, si on voit, un bien culturel, interroger, l'origine, ne pas faire confiance au tout venant et cetera. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être, qu'on peut faire pour essayer de lutter contre, ce trafic de biens culturels quand on est, simple citoyen? Alors oui, à tous les échelons, en fait, au niveau national, au niveau européen. Là, en ce moment, effectivement, il y a un grand programme qui s'appelle Anchise, qui justement essaie de développer des outils pour permettre la détection, le contrôle, effectivement, des objets qui sont pillés. On peut utiliser les applications, notamment l'application d'Interpol sur les biens volés, qui s'appelle ID-Art. Et l'idée, c'est que voilà, vous l'acquérez un objet, bah, la première des réflexes que vous devez avoir, c'est est-ce que l'objet a été volé? Et ça, c'est important. Et donc, vous prenez en photo avec votre smartphone l'objet, et l'objet, eh bien, avec un logiciel de reconnaissance d'image, vous dira si l'objet est volé ou pas. Et si l'objet est volé, hop, vous pouvez bien évidemment alerter Interpol. Pareil pour les carabiniers qui ont développé aussi une application. Alors là aussi, la société Parks est en train de développer un outil qui s'appelle Artefact, hein, qui permet aussi bien de questionner les bases d'objets volés, mais comme je vous le disais, notre grande vulnérabilité, ce sont les objets pillés. Et donc là, c'est vraiment aussi consulter
les listes de biens vulnérables qui sont établies régulièrement par le Conseil international des musées. Là vient de sortir la liste rouge des objets volés de Grèce. Prochainement, ça sera sur la Turquie. J'avais coordonné la liste rouge sur les objets de Libye en 2016. Ce sont des outils qui sont faciles, qui sont à la disposition de tous. Et encore une fois, le juge sera très vigilant par rapport à ça. C'est-à-dire que vous avez acquis des objets, mais est-ce que vous avez eu l'intention quand même de vérifier la provenance? Est-ce que vous avez eu la curiosité et l'exigence aussi de vérifier la provenance? Donc il y a suffisamment en fait d'affaires, je pense, et on en parle de plus en plus. Ce podcast, effectivement, l'illustre aussi, hein. Cette thématique intéresse de plus en plus parce que elle devient justement un enjeu majeur de protection du patrimoine, mais aussi de notre histoire. Vous voyez, je ne suis pas du tout un Don Quichotte de la lutte contre le trafic des biens culturels. Ce n'est pas contre des moulins que je me bats, mais contre des gens qui, justement, vont décontextualiser des objets qui ne me permettent plus de raconter une histoire. Et c'est là où, justement, le rôle de tout un chacun, qui soit collectionneur, moi, encore une fois, je suis un amoureux du marché de l'art. Nous ne trompons pas d'ennemis. L'ennemi, c'est pas le marché de l'art. C'est ceux qui vont se servir du marché de l'art pour, eh bien, voilà, écouler une marchandise qui a pour origine, effectivement, un pillage ou un vol. Écoutez, merci beaucoup pour cet échange passionnant et nous avoir fait découvrir votre métier, vos recherches et puis surtout ce sujet qu'on connaît très peu qui est le trafic de biens culturels. Donc c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.